Bonjour à tous. On va laisser encore quelques secondes que tout le monde se connecte. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le programme CARE, cybersécurité, accélération et résilience des établissements. On va parler aujourd'hui en plus spécifiquement de la déclaration des objectifs du premier domaine sur les annuaires techniques et l'exposition Internet. On va commencer tout doucement pour laisser encore les dernières personnes se connecter. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter les intervenants. Donc, aujourd'hui, vont intervenir sur ce webinaire Christophe Matler, qui est directeur de programme pour la délégation au numérique en santé, Franck Mestre, qui est expert sécurité sur le programme CARE à l'Agence du numérique en santé, Alexandre Mons, qui est chef de projet sur les audits de conformité e-santé à l'ANS également, et moi-même, Estelle Nico, qui est responsable de mission pour le programme CARE à l'ANS. Élodie Chaudron ne pourra pas être aujourd'hui avec nous. Toute l'équipe sera là également pour pouvoir répondre à vos questions dans le cadre de ce webinaire. Donc, quelques rappels des bonnes pratiques. Votre micro et votre caméra sont coupés. On est encore nombreux aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, pour faciliter l'organisation, les micros et les caméras sont coupés. Si vous avez des questions, on vous demande de les poser dans l'espace Q&R, questions-réponses, qui est sur la barre en haut, et pas dans l'espace conversation. Ça va vraiment faciliter la gestion pour nous de vos questions. Il y a déjà eu un premier webinaire sur ce thème le 16 juillet dernier. L'objectif aujourd'hui, c'est de reprendre les questions que vous avez pu nous poser lors de ce dernier webinaire. Également, toutes les questions qui nous sont arrivées pendant l'été sur le support, donc d'avoir un focus vraiment important sur les questions. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes vos questions en direct aujourd'hui. Certaines questions nécessitent un échange avec certains experts. On va faire le maximum pour répondre à vos questions, mais posez-les bien sur Q&R pour faciliter cette gestion. Donc, on va parler aujourd'hui, on va aborder plusieurs points. Donc, tout d'abord, on fera un bilan rapide. Je te laisse passer la slide, Johanna. On fera un bilan rapide de la phase de candidature. On verra le calendrier des prochaines étapes et des processus de contrôle. Ensuite, nous aborderons les objectifs à atteindre et dans cette partie-là, on fera un focus particulièrement important sur vos questions. Ensuite, nous aborderons la trame de l'état financier. On fera un focus spécifique sur cette trame de l'état financier et comment la remplir. Et pour finir, on fera concrètement comment déclarer vos objectifs. Alexandre vous présentera le mode opératoire. Donc, tout d'abord, je vais laisser la parole à Christophe pour introduire ce webinaire. Merci beaucoup Estelle. Bonjour à tous. Merci d'être connectés encore très nombreux aujourd'hui. Donc je vais pas parler longtemps, c'est juste pour rappeler que cette séance est importante pour nous. Alors, il y a beaucoup de points qui nous remontent évidemment au fil de l'eau, mais ces séances sont l'occasion pour nous d'échanger avec beaucoup de candidats en même temps et de voir les éléments qui sont convergents et sur lesquels on doit particulièrement porter attention. Évidemment, la situation est évolutive et il y a un certain nombre de sujets qui sont en cours d'instruction. Donc, on aura sans doute l'occasion d'en reparler au cours de la séance. Donc, on n'a pas forcément toutes les réponses sèches, on va dire, systématiquement. Mais on s'engage à partir à leur recherche et à vous tenir informés, quoi qu'il arrive, dans les jours qui suivront. Donc, je vais m'arrêter là et puis on va peut-être passer à la substance de la réunion du jour. Et je redonne la parole à Estelle. Donc, on va commencer par le bilan de la première phase, la phase d'instruction de vos candidatures. Donc, les chiffres vont s'afficher.
Ces chiffres montrent un fort engagement pour ce premier domaine sur les annuaires techniques et l'exposition Internet. Il y avait 1430 établissements éligibles. Nous avons reçu 1215 candidatures et les ARS ont validé 1182 candidatures, ce qui représente près de 98% des 65 millions alloués à ce premier domaine. Donc vraiment un fort engagement de votre part. Donc maintenant que cette étape d'instruction est terminée, nous allons passer à la phase de déclaration d'atteinte des objectifs. Donc sur ces 1182 établissements, ces 1182 établissements ont reçu les candidatures à partir du 16 juillet. Si vous n'avez pas encore reçu cette candidature, on vous invite à revenir vers nous, vers notre support. On vous donnera toutes les coordonnées à la fin de ce webinaire. Ça peut être votre DG qui a changé ou pour d'autres raisons. Et nous pouvons réémettre une convention. Dans tous les cas, on vous invite vraiment pour les établissements qui n'ont pas encore signé ces conventions à les signer le plus rapidement possible. Donc, initialement, vous deviez recevoir les conventions des validations des candidatures par vos ARS. Donc, comme l'a dit Christophe, nous avons eu affaire à une instruction générique, ce qui a généré un retard. Aujourd'hui, toutes ces conventions ont été envoyées. Donc, une fois cette convention signée par vous, établissement, et par l'ANS, l'accès à la plateforme ICARE sera ouvert pour procéder à la déclaration de l'atteinte des objectifs. Donc, vous allez pouvoir déposer l'atteinte des objectifs, les preuves, l'état financier sur cette plateforme ICARE. Votre ARS va ensuite contrôler la complétude du dossier. Il n'y aura pas de vérification sur la qualité des pièces par votre ARS, mais bien la complétude du dossier. Une fois que l'ARS validera la complétude du dossier, les opérations de contrôle qu'on va aborder ultérieurement vont pouvoir commencer par les équipes de l'ANS. Donc, on va voir maintenant les grands jalons de la phase d'atteinte des objectifs. Donc, le premier point est le démarrage de la phase opérationnelle. Donc, comme on l'a précisé, le calendrier initial a été impacté par le retard dans l'envoi des conventions. Mais aujourd'hui, la définition de la phase opérationnelle est celle qui est dans l'arrêté, c'est-à-dire que ça correspond à la période entre la validation de la candidature d'un établissement par son ARS sur le guichet dédié et le dépôt de la candidature, la déclaration d'atteinte des objectifs par l'établissement. On a bien entendu vos retours sur cette définition. Nous travaillons actuellement pour la faire éventuellement évoluer et nous reviendrons vers les fédérations, vers les régions dès que nous le pourrons, dès que nous aurons plus d'informations. Aujourd'hui, la définition est celle de l'arrêté. Néanmoins, si des établissements n'ont pas démarré les audits, on vous invite à les démarrer le plus rapidement possible pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, la phase de déclaration d'atteinte des objectifs va se dérouler jusqu'à fin mars 2025. Les ARS vont pouvoir instruire ces déclarations jusqu'à fin avril. Ensuite, il y aura les opérations de contrôle par les équipes de l'ANS jusqu'à fin juillet 2025. Et le paiement le guichet de paiement sera ouvert, lui, jusqu'à fin octobre 2025. Donc voilà pour les grands jalons des étapes devant nous. Donc nous allons voir maintenant le processus de la déclaration et des opérations de contrôle. C'est un schéma qui sera présent sur la page ICARE sur le site de l'ANS avec le replay du webinaire. Donc vous pouvez retrouver ce schéma à ce moment-là. Donc, une fois que votre établissement considère avoir atteint la cible, vous allez déposer les preuves et l'état financier sur la plateforme ICARE. L'ARS vérifiera donc la complétude des pièces. L'ARS pourra revenir vers vous en cas de besoin pour rajouter des pièces à votre dossier. Une fois que l'ARS considérera votre dossier complet, l'ANS sera sollicité pour la réalisation des opérations de contrôle. Il y aura une vérification des preuves par les équipes de conformité et il y aura parallèlement un contrôle systématique de l'état financier pour l'ensemble des dossiers.
et un contrôle systématique pour les dossiers dont les financements sont supérieurs à 50 000 euros. Pour le reste des dossiers, il y aura un contrôle pour 5% des dossiers par mois par le service finance. Une fois que ces objectifs seront atteints, que les équipes, que les contrôles seront réalisés, si les objectifs sont atteints, une attestation d'atteinte des objectifs sera émise. Votre ARS et l'établissement seront notifiés et cette attestation sera saisie dans le portail de paiement pour qu'on puisse procéder au paiement. Si vous n'atteignez pas les objectifs, une attestation de non-atteinte de ces objectifs sera alors émise et votre ARS et l'établissement seront informés également. Donc voilà pour ces grandes étapes de la procédure de dépôt des preuves et des opérations de contrôle. Alors, on ne va pas prendre de questions à l'oral, Pierre, on va vraiment prendre les questions dans l'onglet questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie vraiment sur les... Quelle est la date butoir pour la transmission du premier rapport d'audit? Aujourd'hui, voilà, la définition de la phase opérationnelle est celle qui est dans l'arrêté. Nous reviendrons vers vous prochainement Alors, juste pour sur être cette phase. précis, éviter Christophe. un malentendu, attention, on ne demande pas de transmission des rapports d'audit au fil de l'eau, hein. Ces rapports d'audit seront à fournir en fin de réalisation des objectifs à l'atteinte, et il faut les conserver par devers vous, évidemment, dans ce temps-là. Mais pour répondre à la question sous-jacente, il y a un délai effectivement sur les rapports d'audit et qu'on est en train de déterminer. Officiellement, il était fixé dans l'arrêté, comme l'a expliqué très clairement Estelle. Maintenant, on va être amené à le décaler un peu ce délai-là, compte tenu de la situation. Regarde s'il y a d'autres questions qui concernent cette partie. Je ne vois pas d'autres questions sur cette partie, sauf si Christophe t'envoie éventuellement. Sinon, on va laisser la parole à Franck pour passer à la partie sur les objectifs. Et de toute façon, on revient sur toutes vos questions, on les regarde et on y répond également, soit pendant le webinaire, soit après. Merci Estelle. Bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur les objectifs à atteindre pour le domaine 1, donc le rappel des objectifs, et puis une présentation détaillée des objectifs et les pièces justificatives qui sont à fournir. Johanna. OK. Donc, pour revenir rapidement sur le contenu de ce domaine, il est décomposé en 6 objectifs. Le premier, c'est la maîtrise de l'annuaire de l'établissement, avec 2 sous-objectifs à atteindre, la réalisation régulière d'audit sur tous les AD et atteindre un niveau de sécurisation minimum des AD. Le second objectif, qui est aussi décliné en 2 sous-objectifs, c'est la maîtrise de l'exposition sur Internet. Donc, c'est de réaliser régulièrement des audits d'exposition sur Internet et d'atteindre un niveau de sécurisation minimum de son exposition. Le troisième exercice, tourne autour des exercices cyber. Donc, c'est de se préparer au risque cyber en réalisant un exercice de crise cyber. Le quatrième objectif, c'est l'auto-évaluation en matière de maturité vis-à-vis des risques cyber. Donc là, c'est de faire une auto-évaluation sur la maturité vis-à-vis des risques cyber en remplissant tous les volets de l'OSIS. Le cinquième, c'est de calculer la part du budget dédié au numérique dans le budget général de l'établissement. Et un sixième objectif qui est dédié au GHT, dans le cadre de la convergence, avec 2 sous-objectifs. Le premier qui est de piloter au niveau du GHT la réponse au programme et le suivi de l'atteinte des objectifs. Et le second, c'est de formaliser la stratégie du GHT
en manière de convergence des AD. Donc, le guide détaillé des prérequis et des objectifs du domaine est bien disponible sur le site de l'ANS, dans lequel vous retrouverez tous les détails qui sont présentés sur cette présentation. Donc, pour revenir sur l'objectif D01, qui est la maîtrise de l'annuaire de l'établissement, donc le premier sous-objectif, c'est de réaliser régulièrement des audits sur tous les AD. Donc, la valeur cible derrière se décline dans le fait qu'un audit ADS qui est porté par l'ANSSI, l'outil Horadad, doit être réalisé pour l'ensemble des annuaires des établissements du candidat tous les 2 mois durant la phase opérationnelle. Donc les outils utilisés, donc c'est bien Horadad qui est proposé par l'ANSSI. Le second objectif, c'est d'atteindre un niveau de sécurisation minimum des Active Directory. Donc la valeur cible, et ce qu'il est attendu, c'est d'avoir un score qui soit supérieur ou égal à 2 sur les 2 derniers audits ADS effectués sur les différents AD. Pour ce qui concerne les GHT, la cible doit être atteinte pour tous les AD de l'établissement support. Et si le GHT a plusieurs EJ, tous les AD d'au moins 2 établissements, finesse EJ, et pour le nombre d'établissements représentant au moins 66% de l'activité combinée du GHT. Et concernant les établissements publics hors GHT, pour les établissements privés, la cible doit être atteinte pour tous les AD de l'entité juridique. Et si l'entité juridique a plusieurs entités géographiques, tous les AD d'au moins 2 établissements sous un finesse EG pour un nombre d'établissements représentant aussi au moins 66% de l'activité combinée de l'entité juridique. L'élément de contrôle, ça sera la vérification que l'atteinte du score cible est bien atteinte sur les 2 derniers audits sur tous les AD. On va passer aux questions et réponses qu'on a reçues depuis le premier webinaire. Alors, tout d'abord, on nous a demandé si un établissement ne dispose pas d'une infrastructure Active Directory, qu'en est-il des indicateurs 1A et 1B? Et peuvent-ils être considérés comme non applicables ou bien disposer d'une infrastructure Active Directory est rendu obligatoire pour atteindre les objectifs du programme CARE? Donc, pour rappel, la sécurisation des annuaires techniques, c'est un objectif important dans le cadre du domaine. Et si des établissements sont dans cette situation, il faut bien faire remonter ces informations aux ARS en précisant notamment l'architecture réseau, le nombre de postes concernés d'utilisateurs, pour que nous puissions apporter une réponse au cas par cas pour chacun de ces établissements. L'outil Horadad peut-il être utilisé par les établissements qui utilisent Azure AD ou autres? Alors, l'outil Horadad, lui, peut bien être utilisé si l'AD, bien sûr, est en full on-premise, mais il peut être aussi utilisé si on est en mode hybride pour l'analyse de la partie Active Directory qui est encore présente sur l'établissement. Et comme pour le premier point, si des établissements sont dans une situation avec un Entra ID en full Entra ID, c'est de se signaler aussi auprès des ARS. Même s'il existe un outil Horadaz qui est en cours de développement auprès de l'ANSSI, celui-ci aujourd'hui ne peut pas être utilisé en l'état. Donc là, il est important de bien nous signaler ces cas à travers vos ARS pour qu'on puisse apporter aussi des réponses au cas par cas. Une autre question qu'on a reçue, que se passe-t-il dans le cas d'évolution d'infrastructure qui implique un changement d'AD entre le début et la fin de la phase de déclaration des objectifs? Donc, dans ces cas de changement ou d'évolution d'Active Directory, en fait, la migration n'a pas d'impact à proprement dit, mais l'AD cible doit être opérationnelle au moment de déclaration des objectifs avec le minimum requis. Et si cette migration est vers un AD hybride, Horadad, comme sur la question précédente, est suffisant pour réaliser les audits et vérifier son score de maturité par rapport à ça. Et dans le cas d'une migration full Entra ID, c'est de nous le signaler aussi pour répondre encore au cas par cas.
Donc, second objectif sur la maîtrise de l'exposition à Internet, donc aussi deux sous-objectifs. Le premier, c'est de réaliser régulièrement des audits d'exposition Internet. Donc, sur la valeur cible, c'est de réaliser des audits d'exposition Internet tous les 2 mois durant la phase opérationnelle. Donc, l'outil à utiliser, euh, soit Silène, euh, proposé par l'ANSSI, ou une plateforme d'audit industriel qui permet de répondre au cahier des charges sur cette partie-là. Sur le deuxième objectif, qui est d'atteindre un niveau de sécurisation minimum de son exposition à Internet, la valeur cible est que enfin, on doit avoir une absence de criticité euh, avec des scores CVSS supérieurs à 9 de présence, c'est-à-dire des sévérités rouges, on ne doit pas en avoir à ce niveau-là. Donc, la plateforme à utiliser, donc c'est une plateforme d'audit industriel uniquement, et ces solutions doivent être conformes au cahier des charges qu'on a publié et mis à jour au mois de juillet. Donc, ce qui sera contrôlé, c'est de bien que le score cible euh, sur ces audits, on n'ait pas de vulnérabilité critique notée rouge, c'est-à-dire avec des scores CVSS supérieurs à 9 sur les 2 derniers audits successifs au moment de la restitution des objectifs. Donc aussi, on a eu quelques questions sur ces sujets-là. Donc, tout d'abord, on nous a demandé, dans le cadre de ces audits d'exposition Internet, quelles adresses IP l'établissement devait-il fournir? Par exemple, s'il a un site web sans lien avec le SI, est-ce que ça doit faire partie de cet audit? Alors, pour cette question, c'est toutes les adresses IP doivent être déclarées, adresse IP ou plage d'adresse IP, et aussi les noms DNS qui sont utilisés. Euh, tout ce que l'établissement expose sur Internet doit être inclus dans ce périmètre d'audit. Donc ça couvre aussi bien les sites hébergés pour l'activité propre, même si ils sont sans lien avec le reste de l'activité. Par contre, dans le cadre d'un site web externe auquel les équipes de l'établissement, les équipes SI de l'établissement n'ont pas d'accès, ben, dans ces cas-là, ils peuvent être exclus du périmètre, mais avec une justification au moment de la remise des preuves. Donc, une autre question, est-il possible d'auditer les adresses IP publiques avec la plateforme de cybersurveillance de l'ANS? Donc, dans le cadre du D1, pour cette question, la plateforme de cybersurveillance n'est pas compatible avec les objectifs et ce qu'on demande dans le cadre du D1. Mais par ailleurs, des audits compatibles peuvent quand même être réalisés en complément. Donc pour la réalisation des audits sur le premier objectif, c'est bien Silène pour réaliser des audits régulièrement. Et sur le deuxième objectif, c'est de bien utiliser une solution conforme au cahier des charges pour atteindre les objectifs. Nous avons reçu une autre question sur quels sont les types de vulnérabilités bloquantes, pour l'atteinte de l'objectif 2B. Donc c'est ce que je précisais tout à l'heure. Euh, c'est la détection de vulnérabilité rouge, c'est-à-dire avec un score de CVSS supérieur à 9 sur les 2 derniers audits, qui est bloquant. Donc la détection sur des niveaux inférieurs ne bloquera pas, c'est-à-dire sur des vulnérabilités classées orange, mais par contre, on invite bien les établissements à atteindre un niveau vert sur les services exposés sur Internet. Et durant ces audits, euh, on demande bien aux industriels que si des vulnérabilités sont détectées, c'est de prévenir au plus tôt les établissements pour commencer le travail de remédiation sur ces vulnérabilités. Alors ensuite, on a reçu une question spécifique pour les GHT. Dans le cas des GHT, la candidature, est portée par l'établissement support pour son propre compte, et celui de tous les établissements partis du GHT. Dans le cadre de ces audits, d'exposition Internet, est-il bien prévu que soient déposés les résultats des mesures et les justificatifs pour chacun des établissements constitutifs du GHT? Alors, pour répondre à cette question sur les pièces à remettre,
Donc, le GHT doit fournir les pièces permettant de justifier l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire que l'ensemble de ce qui est exposé par le GHT doit être audité et à la cible, donc c'est de fournir tous les documents. Et le GHT peut opter pour un audit global ou des audits distincts par EJ pour assurer une couverture complète de son périmètre. Et une dernière question nous a été posée sur ce deuxième objectif concernant les audits de sécurité sur des hébergements mutualisés. Comment gérer les vulnérabilités remontées par les audits de sécurité sur ces hébergements mutualisés, notamment lorsque ces vulnérabilités concernent l'infrastructure partagée et non spécifiquement le site web de l'établissement? Alors, dans ce cas de mutualisation de sites ou de services chez un opérateur tiers, donc là, il est important de spécifier le vhost, c'est-à-dire le nom du service exposé, pour que l'audit se concentre uniquement sur ce service. Si l'adresse entière IP associée à ce nom de domaine est scannée, des vulnérabilités non pertinentes peuvent être détectées. Et dans ce cas-là, il faudra bien documenter ces exceptions dans le rapport de l'industriel pour les exclure de l'évaluation finale. Donc, nous allons continuer avec le troisième objectif. Donc, le troisième objectif Peut-être demande. Oui, juste un Christophe. petit point, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions relatives à Silène dans le module questions-réponses. Alors, juste pour réexpliquer une nouvelle fois, on a mis la réponse sur certaines questions, mais je vois que la question revient. Donc, aujourd'hui, Silène permet d'assurer la partie récurrence de cet objectif d'exposition Internet, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans les premières phases de réalisation des travaux pour avoir un premier élément d'évaluation et commencer à faire les remédiations nécessaires. En revanche, pour l'atteinte de l'objectif et la vérification de ces vulnérabilités, là, il est nécessaire d'utiliser un outil industriel qui soit conforme au cahier des charges, qui est publié sur le site de l'ANS. Et donc, ce cahier des charges doit être soumis à un prestataire. Il n'y a pas de validation a priori des industriels concernés. Il y a une validation de leur côté sur l'aspect des informations qu'ils doivent transmettre. Donc, ça, nous validons le fait que techniquement, les informations qu'ils envoient sont conformes au cahier des charges. En revanche, on ne valide pas la nature de la prestation et qui relève de la contractualisation entre l'établissement et l'industriel. Et donc, ce type d'outil est nécessaire pour l'atteinte de l'objectif euh, qui est de ne plus avoir de vulnérabilité critique exposée. Donc en gros, au minimum, les deux derniers audits. Évidemment, vous pouvez utiliser ce type d'outil industriel plus largement avant pour assurer la fréquence également. Et je reprécise, puisque la question a été posée, que pour les sites sur lesquels les équipes DSI n'auraient pas la main, c'est de bien le signaler au moment de la remise du rapport. Donc on va continuer avec l'objectif 3. On reverra également les réponses à la fin de cette partie sur les objectifs. Donc l'objectif 3 impose de réaliser un exercice de gestion de crise cyber en utilisant les kits nationaux ANS. Ces exercices doivent être réalisés par établissement au sens finesse PMSI. Et l'élément contrôlé sera le PV de réalisation de l'exercice pour chaque établissement concerné. Donc là également, on a eu quelques questions sur cet objectif. Une première question sur cet objectif est relative aux financements régionaux cyber. Donc, c'est quid des financements régionaux accordés à certains établissements? Doivent-ils être déduits des coûts engagés pour la déclaration de l'état financier? Donc on va reparler après de l'état financier, mais il ne peut pas y avoir de surfinancement. Donc les financements touchés par des établissements dans le cadre des FIR, par exemple, doivent être déduits de la déclaration des coûts engagés. Une deuxième question sur les exercices de crise réalisés en 2023 et 2024. Les exercices de crise doivent-ils encore être réalisés annuellement?
Donc, si vous devez lancer une démarche annuelle pour la réalisation de ces exercices de crise, dans le cadre de cet objectif, dans le cadre de ce domaine, ce qui vous est demandé, c'est d'avoir réalisé au moins un exercice sur la période 2023-2024. Donc, un exercice réalisé en 2023 permet d'atteindre l'objectif. Une dernière question qu'on avait notée sur ce sujet, l'exercice de crise dans le cadre d'un GHT. Donc un exercice de crise organisé par l'établissement support et prenant en considération tous les établissements de santé du GHT est-il suffisant? Alors, l'exercice de crise, comme on a vu précédemment, il doit être réalisé dans chaque entité juridique du GHT pour répondre à cet objectif. Néanmoins, si l'exercice est réalisé au niveau d'un GHT et implique plusieurs entités juridiques, on peut valider l'objectif si toutes les directions des EJ concernées ont bien été impliquées dans l'exercice et si le SI de ces EJ est unique. Ensuite, sur le quatrième objectif, qui est de s'auto-évaluer en matière de maturité vis-à-vis des risques cyber, l'objectif est de remplir tous les volets de l'OSIS pour alimenter l'OPSIS. Donc la valeur cible, c'est que 100% des établissements au sens FINES PMSI ont renseigné l'OSIS sur les champs suivants. Donc la part du budget du numérique dans le budget de l'établissement et les 43 mesures prioritaires qui sont décrites dans OSIS. Donc les éléments qui seront contrôlés, c'est bien la complétude de la saisie de ce formulaire et de la part du budget du numérique global au niveau des établissements. Donc, nous Donc, sur avons cet aussi échec. quelques questions. Donc, la première question, c'est le renseignement des champs portant sur les 43 mesures prioritaires est-il suffisant ou est-ce qu'il y a un niveau minimum à atteindre? Non, il n'y a pas de niveau à atteindre. L'objectif, comme c'est écrit dans l'objectif, c'est vraiment de renseigner tous les éléments et de répondre à toutes les questions qui sont présentes sur OSIS. Et une question assez d'actualité, quelle version d'OSIS, dans quelle version d'OSIS les établissements doivent-ils compléter les éléments demandés? Donc, à ce jour, c'est OSIS V3 qui doit être utilisé pour la complétude du questionnaire. Donc, l'objectif 5 demande de calculer la part du budget dédié au numérique dans le budget général des établissements et le nombre de TP dédiés à la SSI. Donc, ce qui sera contrôlé, c'est l'exhaustivité des données et on a pareil quelques questions qui nous ont été posées depuis le dernier webinaire. Johanna, je te laisse passer la slide suivante, qui vont vous préciser ce qui est demandé. Donc, la première question porte sur l'année de référence pour le calcul de la part du numérique. Donc, l'année de référence pour ce calcul sera 2023, même si le dossier de déclaration d'atteinte des objectifs est déposé en 2025. Donc, l'année de référence pour le calcul de la part du numérique dans le budget de l'établissement est bien l'année 2023. Même si vous candidatez en 2025, c'est l'année 2023 qui est retenue pour tous les établissements candidats. Et la seconde question porte sur la méthode de calcul de la part du numérique. Existe-t-il une description méthodologique du calcul de la part du budget? Alors, nous avons eu plusieurs questions sous cette question. Aujourd'hui, la méthodologie de calcul, la base, c'est la note DGOS de 2019 relative à la définition et au suivi des ressources et des charges des systèmes d'information hospitaliers. C'est ce qui vous permet de calculer et de nous donner le résultat de votre calcul dans le cadre de cet objectif. Et on a Il eu nous reste une dernière question qui porte sur les comptes budgétaires à prendre en référence dans le calcul dans le cas d'un GHT. En quid des budgets pour les DSI de GHT? Une part très importante des budgets de fonctionnement de la DSI est imputée au budget G. En même temps, le budget G doit être équilibré.
c'est-à-dire que tous les montants doivent être refacturés aux établissements parties. Voilà, donc là, c'est typiquement une question auquel nous, on ne peut pas vous répondre en direct, hein. On va solliciter un des partenaires pour pouvoir vous répondre. Donc ces questions-là, on vous invite vraiment à nous les poser via le support. On va aller chercher, hein, les réponses. Là, pour le coup, on a dû demander à la DGOS, hein, qui nous a confirmé qu'il est possible de réaffecter à chaque établissement les charges du budget G relatives au numérique. Voilà, pour toutes ces questions un peu particulières, hein, sur cet objectif, on va regarder tout à l'heure s'il y en a quelques-unes auxquelles on peut répondre, hein, là directement dans ce webinaire. Sinon, on reviendra vers vous ou on vous invite vraiment à passer par le support pour nous les poser. Sur l'objectif 6, qui est de renforcer la convergence des GHT, donc deux sous-objectifs. Le premier, c'est de piloter au niveau du GHT la réponse au programme et le suivi de l'atteinte des objectifs. Donc la valeur cible dont le GHT doit désigner un référent du projet qui est nommé par la direction de l'établissement support des GHT, avec comme rôle suivre la bonne réalisation des audits et de l'exposition sur Internet, de veiller à la bonne exécution de l'exercice de gestion de crise, de veiller au bon remplissage de l'OSIS, dont notamment la part du numérique dans le budget, et mettre en place une équipe opérationnelle unique pour la gestion des AD au niveau du GHT, en charge de la réalisation des audits et des actions de remédiation associées. Et mettre aussi en place la gouvernance transverse du projet CARE pour l'ensemble du GHT, assurant notamment la coordination du référent, de la DSI, du RSSI et de l'équipe opérationnelle. Le second sous-objectif, c'est formaliser la stratégie du GHT en matière de convergence des AD. Pour cela, le GHT doit formaliser, présenter et faire valider par le comité stratégique du GHT un document précisant les modalités de convergence de l'infrastructure AD du GHT, la définition de la cible de convergence à atteindre, comme par exemple un AD unique pour le GHT, qui est à la charge du GHT, car dépendant des situations locales. Le document est élaboré au niveau du GHT et validé par la direction de l'établissement support du GHT et les DSI de l'établissement support du GHT. Ce document doit comprendre un planning prévoyant une trajectoire de convergence de l'infrastructure AD, dont un premier jalon de mise en œuvre est fixé 18 mois post-appel à financement D1, c'est aux alentours de la mi-2026. Les modalités organisationnelles devant être mises en œuvre, exigences d'un responsable, mutualisation des équipes, SI dédié à ces sujets, et le budget prévisionnel au projet. Donc les questions qui nous ont été posées, hein, sur cet objectif spécifique, hein, pour les GHT, une première, hein, qu'entendons-nous exactement par la convergence des AD? Alors, donc, dans le cadre de l'objectif D106 et la convergence des AD, il est demandé de définir et documenter une trajectoire de convergence des infrastructures AD, donc, qui inclut un planning projet avec une échéance maximale à 18 mois après l'appel à financement, les modalités organisationnelles avec la désignation d'un responsable, la mutualisation des équipes SI et un budget prévisionnel nécessaire. Donc une autre question, hein, sur l'architecture cible. Est-ce qu'une architecture cible des AD est-elle imposée? Il n'y a pas d'architecture cible imposée, il faut que celle-ci soit existante. Ensuite, hein, lorsque l'AD est déjà convergé, hein, dans certains GHT, que doit-il être répondu, pour cet objectif 6B? Donc, dans ce cas précis, l'objectif est d'être validé sans action supplémentaire nécessaire si tous les AD du GHT sont bien convergés. Et le GHT, lui, devra fournir la description de son infrastructure AD convergée comme justificatif de l'atteinte de l'objectif. Une autre question, hein, sur les règles de financement. Les opérations techniques de convergence AD des GHT, notamment les prestations de réalisation, peuvent-elles être incluses dans le cadre de ce financement? Donc, pour cette question, c'est dans le cadre de l'objectif, il est demandé de définir une trajectoire pour renforcer la convergence justement des AD.
Et l'établissement doit notamment présenter un document qui précise les modalités de convergence et les modalités organisationnelles. Donc le financement peut porter sur la réalisation de cette documentation, mais en aucun cas il participe au financement d'équipements dans le cadre de cette convergence. Donc, on va regarder si certaines questions, on voit que beaucoup de questions ont eu déjà une réponse. Donc là, il y a une question sur est-ce qu'une convergence des locaux des établissements vers un Azure AD de GHT est considérée comme convergée? Est-ce que Oradad fonctionne pour Azure AD? Donc je vais reprendre un peu la question qui a été faite tout à l'heure sur ces cas particuliers. Et si on est en full entre ID, c'est-à-dire sans un mode hybride, c'est de revenir vers nous pour qu'on puisse regarder plus précisément la réponse à apporter. Comme ça, c'est Il y a une question pour l'objectif 2B. Est-il possible d'avoir des pistes de remédiation aux vulnérabilités critiques au même titre que dans Oradad, plutôt que de devoir s'orienter vers un prestataire d'assistance? je ne vois pas la question, si tu peux la relire, s'il te plaît, Estelle. Oui, pareil. Est-il possible d'avoir des pistes de remédiation aux vulnérabilités critiques au même titre que dans Oradad, plutôt que de devoir s'orienter vers un prestataire d'assistance? Euh, c- ouais. Les vulnérabilités critiques, c'est sur les tests d'exposition Alors, je sur pense que Internet la ou... question concerne l'exposition à Internet, C'est le puisqu'effectivement, 2B. Ah oui, dans les rapports ADS, effectivement, hein, pour chacune des vulnérabilités remontées par ADS, il y a des recommandations, hein, de remédiation. Sur l'exposition à Internet, les situations sont extrêmement variables. Ça dépend de la vulnérabilité qui est remontée. Si c'est un service exposé alors qu'il ne devrait pas l'être, il faut le cacher. Si c'est une application qui n'est plus à jour, une version obsolète, il faut la mettre à jour, etc. Donc aujourd'hui, la réponse souvent est dans la vulnérabilité. C'est un peu moins comme sur ADS, où il y a des règles d'implémentation finalement de l'AD. Sur l'exposition Internet, la réponse est dans la vulnérabilité souvent. En revanche, s'il y a des questions plus précises sur lesquelles vous pensez qu'il y a un manque d'aide à la remédiation, on peut évidemment les prendre. Il y a eu plusieurs questions également par rapport au remplissage Indicaire. Aujourd'hui, effectivement, on vous demande, hein, de valider vos objectifs une fois qu'ils seront tous atteints pour les transmettre pour vérification à votre ARS. Il y a une question aussi, certains établissements peuvent héberger des sites sur lesquels ils n'ont pas la main sur la remédiation. Comment traiter ce sujet? pour voir précisément de revenir vers nous pour voir quel type de sites sont hébergés, s'ils touchent l'activité de l'établissement ou s'ils sont hébergés dans le cadre d'autres prestations. Si vous voyez d'autres questions auxquelles on peut répondre, ou sinon, on va refaire, hein, le tour de toutes ces questions. On va revenir vers vous avec les réponses. Une FAQ, hein, sera faite suite à ce webinaire, et on va apporter, hein, des réponses à vos questions si on n'a pas pu le faire en séance. Donc, on va passer à la partie sur la trame de l'état financier. Donc, dans le cadre de votre candidature, hein, vous allez devoir remplir, pardon, une trame, hein, pour l'état financier, une trame qui est disponible, hein, sur la page CARE du site de l'ANS. Donc, hein, ce qu'il faut bien noter, hein, c'est précisé sur les conventions. On vous a envoyé une communication institutionnelle, hein, début juillet à tous les candidats. Seules les commandes, hein, et les factures postérieures à l'arrêté, hein,
du domaine, donc soit le 22 mars 2024, sont éligibles au financement. Comme je l'ai précisé auparavant, hein, sur ce domaine 1, c'est des financements européens. Il ne peut pas y avoir de surfinancement, de double financement. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de remplir cette trame financière de façon exhaustive. Vous allez pouvoir déclarer plusieurs types de coûts. Vous allez pouvoir déclarer tout d'abord les coûts internes qui désignent la consommation des ressources humaines mobilisées pour atteindre les objectifs du D1. Ces coûts sont déclarés par fonction et par temps passé, donc en nombre de jours, et ils correspondent à des coûts chargés. Vous allez pouvoir également déclarer les coûts externes, qui désignent les coûts des prestations externes engagées par l'établissement pour atteindre les objectifs du D1. Donc, par exemple, des ressources humaines externalisées, la réalisation des audits d'exposition Internet via les plateformes industrielles. Donc, pareil, ces coûts doivent être estimés en euros, toutes taxes comprises. Vous aurez la possibilité sur cette trame de déclarer les autres coûts, donc tous les coûts engagés par l'établissement pour l'atteinte des objectifs de ce domaine. Et donc, ça peut être des coûts d'investissement, les achats de licences, l'achat de matériel, du coût de migration et des coûts récurrents. Pareil, ils doivent être estimés en euros, toutes taxes comprises. Pour éviter tout risque de financement, nous vous demandons également sur cette trame de déclarer les recettes perçues pour l'atteinte de l'objectif. Donc les financements mobilisés pour atteindre les objectifs du D1, mais qui ont été perçus dans le cadre d'un autre dispositif de financement, que ce soit les financements régionaux ou d'autres programmes. Donc, on va vous présenter la trame de l'état financier. Donc, cette trame est disponible sur la page CARE du site de l'ANS et également sur eCare. Donc, vous allez pouvoir déclarer vos frais engagés, donc que ce soit les coûts externes. Donc là, vous pourrez les lister par nature de coûts, les mêmes que précisés auparavant, ainsi que les recettes. Donc ça sera un premier onglet, la déclaration des frais engagés. Vous aurez à remplir un onglet sur la déclaration des RH internes. Donc là, avec vraiment par fonction, le salaire, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours dédiés au projet. Vous pourrez vraiment lister tous les RH mobilisés pour l'atteinte des objectifs du D1. Une fois ces deux onglets remplis, l'onglet de synthèse se mettra automatiquement à jour. L'onglet de synthèse des frais engagés, c'est celui qui sera contrôlé particulièrement par les équipes. Et cet onglet de synthèse doit être signé. Donc, il faudra fournir l'Excel de cette trame de l'état financier, mais également l'onglet de synthèse en PDF avec les signatures. Selon le type d'établissement, nous avons besoin de différentes signatures. Donc, pour tous les établissements, il est nécessaire que l'ordonnateur, donc le signataire de la convention entre l'ANS et l'établissement, signe. Et si ce n'est pas le DG de l'établissement, il faudra une délégation de signature jointe au dossier. Pour les établissements publics, il faudra également la signature du trésorier payeur ou de l'agent comptable. Et pour les établissements privés, il faudra la signature du DAF ou d'un expert comptable. Donc cet onglet de synthèse se met automatiquement à jour quand vous aurez rempli les deux autres onglets et il est à joindre signé à votre dossier de candidature, à votre dépôt d'atteinte des objectifs. Je te laisse passer la slide. Concernant les contrôles financiers, donc tout à l'heure, quand je vous ai présenté le processus de contrôle global, on a parlé des contrôles financiers. Donc, seront contrôlés de façon systématique pour tous les dossiers communiqués, la synthèse financière. Donc, il y aura un contrôle de cohérence entre les dépenses déclarées, les recettes perçues, les totaux engagés. Et il y aura également une vérification des signatures. Les signatures doivent être présentes sur l'état financier. En cas d'incohérence, le service des finances de l'ANS pourra vous demander directement des compléments d'information. Avant paiement, il y aura également un contrôle systématique pour tous les dossiers supérieurs ou égaux à 50 000 €. Donc pour cela, les établissements concernés sont invités à soumettre certains documents directement dans leur candidature sur eCare. Donc les documents sont mentionnés ici, les factures, les commandes et toute pièce permettant de justifier les dépenses internes, les conventions collectives ou ce type de pièces.
Il y aura également des contrôles par sondage. Donc, avant paiement, ça va concerner 5% des dossiers inférieurs à 50 000 euros. Donc, mensuellement, comme dit tout à l'heure, il y aura une sélection par sondage des dossiers qui seront contrôlés. Et si l'établissement est sélectionné par sondage pour être contrôlé, le service des finances reviendra vers l'établissement pour l'obtention de certains documents dans le cadre de ce contrôle. De même, après paiement, 5% des dossiers seront contrôlés. Il faut bien noter qu'à la fin du dispositif, on devra avoir contrôlé à minima 10% des dossiers. Et si le taux marginal d'erreur devait dépasser les 2%, le dispositif serait amené à évoluer et on pourrait être amené à mettre en place un contrôle exhaustif de tous les dossiers. Donc voilà pour les contrôles financiers. Pour le contrôle financier, nous avons eu aussi quelques questions. Euh, la première porte sur les états financiers et le seuil par poste de dépense. Est-ce qu'il y a des seuils qui ont été fixés pour chaque poste de dépense? RH, achat de licence, etc. Alors, il n'y a pas de seuil par type, par poste de dépense. Il y a vraiment un seuil ni par objectif. Il y a un seuil au global qui est le montant plafond que vous pouvez retrouver pour votre établissement sur la page CARE du site de l'ANS. Une deuxième question qui porte sur l'état financier et les factures. Quelles informations doivent apparaître sur une facture? Alors, ce qui doit apparaître sur les factures fournies par les établissements, c'est le type de coût, la date et le numéro de commande, la date et le numéro de la facture, le tiers de la facture, l'intitulé pour les prestations externalisées, le montant total, la quotité dédiée à l'objectif et les coûts engagés. Ensuite, une question sur l'état financier et la présence de mentions spécifiques sur les factures. Est-ce qu'une mention spécifique doit apparaître sur les factures pour justifier des dépenses liées au D1? Alors, il n'y a pas de mention spécifique à faire apparaître sur les factures, mais nous vous invitons à être le plus précis possible dans l'intitulé des dépenses, des prestations, pour faciliter les opérations de contrôle et éviter trop d'allers-retours avec le service des finances. Une question qui nous est revenue régulièrement, qui porte sur le financement des solutions de type WAF, Web Application Firewall, sur l'objectif D102, enfin D1O2. Une solution de type WAF peut-elle être financée par le D1? Donc, ce qui est finançable pour le D1, c'est ce qui finance les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs définis dans l'appel à financement. Donc, si le WAF qui est mis en place concourt à l'atteinte de l'objectif, il pourra être financé. Et une question sur le financement des reliquats d'exercice de crise. Le D1 peut-il financer des reliquats d'exercice de crise? Donc, comme précisé auparavant, il ne peut pas y avoir de surfinancement, de double financement. Mais s'il y a un exercice de crise qui a été financé à 50% du montant, par exemple, les autres 50% peuvent être financés dans le cadre du domaine 1. Donc, on vous a mis là sur cette slide quelques exemples liés aux questions que vous avez pu nous poser de ce qui peut être financé, de ce qui ne peut pas être financé. Mais la règle, c'est vraiment que ce qui peut être financé, c'est ce qui est lié à l'atteinte directe des objectifs. Je ne vais pas relire, vous aurez le document sur la page du webinaire avec le replay. Est-ce qu'il y a quelques questions sur cette partie, sur la trame financière? Pour les GHT, fournit-on un fichier de trame bilan financier par établissement du GHT? Christophe? Pardon, un fichier par établissement? Oui, c'est un fichier pour le GHT. Ben, ce qu'on attend in fine, c'est bien à l'échelle du GHT, effectivement. Et donc après, si pour des raisons de construction, vous avez besoin de collecter ça auprès de chaque établissement,
effectivement, la collecte peut être faite comme ça. En revanche, au niveau de la déclaration, c'est bien à la maille du candidat qu'on souhaite collecter ça. Donc, ça n'a pas forcément d'existence budgétaire réelle, hein, attention. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une copie conforme d'un budget réel qu'on aura dans un outil de gestion économique et financière. En revanche, c'est bien ce que le candidat acquiert mobilise sur le sujet du numérique. Donc à ce titre-là, étant donné que la candidature pour les GHT est bien portée au niveau GHT, oui, c'est au niveau du GHT qu'on attend que cette copie budgétaire soit rendue. On nous demande également si le temps passé par les membres du comité de crise cyber pour réaliser l'exercice peut-il être valorisé. Si ça justifie l'atteinte des objectifs du D1, vous pouvez le valoriser dans la partie RH interne de la trame financière. Et par rapport aux commandes, et aux factures, c'est vraiment les commandes et les factures qui doivent dater, qui doivent être postérieures à la date de publication de l'arrêté. Pas d'autres. Comment calculer la ressource humaine interne détachée pour le programme? Là, c'est à vous, d'estimer le temps passé, par les professionnels, sur le programme. Donc ça dépend, juste pour préciser là-dessus, ça dépend des postes évidemment, puisqu'on peut avoir des personnes qui sont affectées très largement aux actions qui concourent aux objectifs du D1, voire parfois complètement, hein, en termes de TP. A contrario, il y a certaines personnes qui vont être mobilisées de manière très ponctuelle qui pourront éventuellement chiffrer leur temps là, de manière ad hoc. On pense par exemple, hein, pour la réalisation du calcul budgétaire, il n'est pas impossible que vous ayez besoin de ressources de contrôleurs de gestion ou de DAF. Pour le coup, ces temps-là, hein, sont légitimes à être imputés et évidemment, ils seront sans doute pas du tout en rapport, on l'espère, avec les temps qui vont être consommés sur de la remédiation AD ou exposition Internet. Pour les coûts en interne, quels sont les éléments de justification à fournir? Pourrez-nous fournir des conventions collectives, des fiches de poste, tout ce qui peut justifier de ces coûts internes. Voilà, donc on va continuer à regarder vos questions pour y répondre et puis je vais laisser la main à Alexandre qui va vous présenter concrètement comment déclarer vos objectifs. Je te remercie, Estelle. Alors, les candidats qui souhaitent procéder à la déclaration d'atteinte des objectifs doivent se connecter donc à la plateforme ICARE, hein, avec le même compte de référent dossier qui a été utilisé pour le dépôt de candidature. Pour rappel, hein, si vous souhaitez modifier le référent dossier, pour cela, il suffit que le nouveau référent se crée un compte sur la plateforme ICARE en remplissant donc le formulaire d'inscription, puis d'envoyer un mail à l'adresse ans-support-convergence@isanté.gouv.fr avec son nom utilisateur, la référence de dossier, pour qu'on puisse rattacher derrière donc le nouveau compte référent au dossier de candidature. Pour rappel, hein, l'accès à la plateforme ICARE, donc, pour faire sa déclaration d'atteinte des objectifs, hein, est accordé une fois que la convention a été signée donc, par l'établissement et également par l'Agence du numérique en santé. Et pour cela, on a réalisé l'ouverture de la plateforme en 3 vagues. Il y a eu une première vague d'ouverture qui a eu lieu le 31 juillet, ainsi qu'une deuxième vague d'ouverture qui, elle, a eu lieu le 30 août pour l'ensemble des conventions, hein, qui étaient co-signées. Et il y aura une troisième vague d'ouverture qui va avoir lieu le 18 septembre pour les conventions donc, qui seront co-signées avant le 13 septembre. Donc, on invite tous les établissements, hein, qui n'ont pas encore signé la convention à le faire avant le 12 septembre.
Dans le cas où un établissement rencontre des problèmes avec la convention ou souhaite apporter une modification concernant le signataire de celle-ci, on vous demandera donc de bien vouloir adresser directement un message au support CARE afin qu'on puisse traiter donc les différentes demandes. Également, un petit rappel, un guide utilisateur de la plateforme eCare est disponible sur la page d'accueil de la plateforme Convergence, dans la section Assistance, tout en bas, et puis dans la partie eCare. Pour rappel, ce petit guide est là pour vous guider tout au long de votre déclaration sur la plateforme. Une fois que vous avez donc atteint les objectifs du domaine 1, vous pouvez procéder à la déclaration d'atteinte des objectifs sur la plateforme. Pour cela, donc, il faut vous connecter sur la plateforme eCare pour accéder donc à la déclaration. Pour chaque objectif, vous aurez à cocher donc la case de validation d'atteinte de l'objectif et de charger dans l'espace de dépôt les pièces justificatives correspondantes. En fonction de l'objectif, les règles concernant le nombre, la taille, le type de fichier autorisé sont indiquées directement sur la plateforme. En ce qui concerne les objectifs D101 et D102, il y a un système d'échange des documents confidentiels qui a été mis en place pour vous permettre d'envoyer vos rapports d'audit de manière sécurisée et chiffrée en utilisant donc la solution Z. En revanche, les recueils de déclaration des infrastructures AD et des expositions Internet sont à charger dans l'espace de dépôt associé et non dans le conteneur Z. Donc, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, pour les objectifs D101 et D102, il faut utiliser donc les conteneurs Z afin de pouvoir déposer donc vos rapports d'audit uniquement. Pour cela, au niveau des objectifs, il va falloir cliquer donc sur « Télécharger le conteneur Z ». Vous aurez un petit pop-in qui va s'ouvrir avec un nom d'utilisateur et un mot de passe qui vous permettra d'accéder au conteneur. Attention, ces identifiants et mots de passe sont uniquement accessibles lors du téléchargement du conteneur. Donc, il est vraiment nécessaire que vous réalisiez une sauvegarde de ces codes afin que vous puissiez par la suite les utiliser pour déposer les différentes pièces. Une fois que vous avez enregistré ces informations, vous n'aurez plus qu'à cocher la case confirmant que vous avez bien mémorisé et de cliquer sur le bouton « Activer le téléchargement du conteneur Z » qui fermera le pop-in et vous donnera l'accès au téléchargement du conteneur, comme nous allons le voir dans la slide suivante. Donc, une fois que vous aurez donc cliqué sur le bouton activer le téléchargement, vous reviendrez sur la déclaration. Et donc là, il faudra à nouveau cliquer sur télécharger le conteneur Z afin que vous puissiez donc le récupérer et pouvoir l'alimenter par la suite avec les pièces justificatives. Pour ouvrir donc un conteneur Z, il va falloir télécharger Z Limited Edition depuis le lien qui est présent dans le guide, puis sélectionner donc votre système d'exploitation ainsi que sa version et cliquer sur télécharger. Une fois que ZLE est téléchargé, vous pourrez donc ouvrir le conteneur Z que vous avez téléchargé sur la plateforme eCare depuis votre explorateur de fichiers. Vous n'aurez plus qu'à renseigner votre nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez récupéré lors du téléchargement de celui-ci. Et vous aurez à l'alimenter donc avec les pièces justificatives, soit en glissant, déposant directement dans le conteneur ou en cliquant sur le bouton File et AD depuis la barre de navigation du conteneur. Une fois que vous aurez donc chargé l'intégralité des pièces en lien avec l'objectif, vous n'avez plus qu'à fermer le conteneur. Puis sur la plateforme eCare, il faut cocher donc la case indiquant que vous avez accepté que les preuves déposées soient analysées par des vérificateurs de l'ANS et d'ajouter votre conteneur, pareil, soit en glissant, déposant ou en parcourant directement votre explorateur de fichiers. Concernant donc la trame financière, vous devez déposer celle-ci dûment remplie afin donc de déclarer les coûts engagés par l'établissement ou le GHT. Il est nécessaire donc de charger le bilan financier dans l'espace de dépôt qui est prévu au format Excel et également au format PDF.
Pour rappel, la signature de l'ordonnateur ainsi que la signature excusez-moi, du trésorier, payeur ou agent comptable pour le secteur public et du DAF ou de l'expert comptable pour le secteur privé doit figurer à minima sur la synthèse des frais engagés sur votre fichier au format PDF. Après avoir donc réalisé la complétude et la vérification de votre dossier au niveau des différents objectifs, il vous faudra donc cliquer sur le bouton « Transmettre votre candidature » afin que votre déclaration soit transmise directement au vérificateur de l'ARS de votre région. Une fois que le vérificateur de l'ARS de votre région a validé la complétude de votre dossier, celui-ci sera transmis automatiquement à l'Agence du numérique en santé afin qu'on puisse également l'analyser et le vérifier. À noter que seule l'ANS a accès aux preuves que vous aurez déposées dans les conteneurs Z. À la suite donc de l'analyse par l'ANS, vous serez notifié par mail de la validation ou du rejet de votre dossier. Nous vous inviterons également à vous reconnecter sur la plateforme ICARE afin de pouvoir télécharger l'attestation et le rapport de conformité ou de non-conformité le cas échéant. Dans le cas où un vérificateur de votre ARS ou de l'ANS vous demande d'apporter des modifications ou un complément d'information sur votre déclaration, vous serez notifié par mail afin de vous inviter à vous connecter sur la plateforme. Une fois que vous serez connecté à nouveau sur la plateforme ICARE, vous aurez un petit bloc-notes au-dessus de votre formulaire de déclaration vous indiquant les éléments à modifier ou en vous indiquant les pièces justificatives à redéposer. Une fois que vous avez apporté les modifications à votre dossier, il vous suffit simplement de retransmettre donc votre déclaration afin que celle-ci soit reprise en charge directement par l'organisme qui a effectué la demande de modification ou de complément. C'est-à-dire que si c'est l'ANS qui vous demande d'effectuer une modification, votre dossier ne repassera pas par votre ARS de région, mais sera retraité directement par l'ANS. Si c'est l'ARS de votre région qui vous demande d'effectuer une modification, dans ces cas-là, une fois que vous retransmettez votre dossier, celui-ci est retransmis à l'ARS pour validation avant qu'il soit transmis automatiquement à l'ANS. Et après, je ne sais pas s'il y avait des questions particulières, j'en ai pas spécialement vu. Il y a des questions ce sur sujet. le nombre de référents possibles sur ICARE et aujourd'hui, c'est un seul Tout à référent, un fait. seul compte par établissement sur ICARE. Donc, s'il n'y a pas de questions spécifiques sur cette phase de déclaration des objectifs sur ICARE, on va continuer. Donc, vous avez ici le lien du support pour nous contacter. On va reprendre toutes vos questions pour pouvoir y répondre à celles qui n'ont pas trouvé de réponse aujourd'hui. Donc, vous avez le lien vers le support, vous avez la page CARE sur le site de l'ANS où il y a tous les documents, où vous retrouverez les montants plafonds, le guide des objectifs, l'arrêté, tous les documents sur le domaine. Vous les avez même là en lien direct sur cette diapositive. Je regarde en même temps s'il y a quelques autres questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Il y a encore quelques questions sans réponse, mais pour lesquelles nous allons devoir d'abord échanger avant de pouvoir vous répondre. On vous invite vraiment à nous contacter sur le support si vous n'avez pas de réponse, même si c'est plus facile à gérer dans l'onglet questions-réponses que la dernière fois où vous étiez encore plus nombreux ou dans le chat où là, on ne voyait même plus les questions tellement il y en avait. On n'a peut-être pas vu certaines questions. Donc, on va revenir vers vous avec les réponses. Si vous ne l'avez pas, revenez vers nous via le support pour être sûr qu'on puisse vous répondre.
Je ne sais pas, Christophe, Franck, si vous vouliez ajouter quelque chose, si il y avait une question que vous vouliez évoquer en particulier. Non, il y a pas mal de questions encore, hein, mais qui relèvent parfois beaucoup de cas particuliers et qui méritent, ou qui méritent pas, en tout cas, d'être débattus publiquement. Comme je rejoins complètement Estelle, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions plus personnelles. Alors, il y a des questions très génériques, hein, on a essayé d'y répondre là en séance. Après, il y a des questions plus particulières sur des situations tout à fait isolées. Et là, je pense que ça mérite plutôt qu'on investigue ça de manière directe entre nous. On reprendra bien oui, toutes les questions Parce que- particulières qui sont dans le fil questions-réponses. Et puis aussi pour d'autres questions, n'hésitez pas à passer par la page support de Programme Care pour nous les poser. Juste, il y a une question peut-être qui traduit une petite ambiguïté d'ailleurs qu'on a vue dans le passé, là, sur ces derniers jours, des questions qui ont été transmises en fait à Club SSI, au Club SSI, donc à l'ANSSI. L'ANSSI, hein, n'est pas opérateur, hein, du programme CARE, hein. Alors évidemment, on participe aux travaux, on travaille de manière en grande proximité avec l'ANSSI. En revanche, le club SSI, hein, de l'ANSSI est dans l'impossibilité de répondre à des questions précises sur le programme CARE, hein. Pour ça, il faut utiliser l'adresse qui était présente dans la slide précédente, hein, pour nous contacter, nous poser des questions. Le club SSI ne peut pas répondre à des questions sur le programme CARE. En revanche, évidemment, si vous avez des problématiques particulières liées aux outils de l'ANSSI, c'est-à-dire ADS, Radad ou Silène, là, pour le coup, effectivement, le club SSI est la bonne plateforme. Je le précise parce qu'on a eu des questions qui sont arrivées au club SSI, alors qui nous ont été retransmises ensuite par l'ANSSI, hein, mais ce n'est pas le canal le plus, le plus rapide pour nous atteindre. Voilà, donc on va Retour à une arrêter dernière là. question. Ouais, on arrête là. Sauf si tu envoies une dernière. Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, il reste quelques questions sans réponse, hein, mais on va revenir vers vous. Donc voilà, contactez-nous via le support. Vous retrouverez, hein, le replay, le support de ce webinaire, hein, très rapidement sur la page des webinaires, hein, de l'ANS. Euh, on est là, hein, pour répondre à vos questions sur ce domaine. D'autres domaines sont en cours de construction et arriveront par la suite, hein, pour ce qui n'est pas financé dans le cadre de ce domaine, hein. C'était vraiment le premier qu'on lance. Et puis on revient vers vous pour d'autres webinaires, sûrement très prochainement. Donc, je vous souhaite à tous un très bel après-midi. Merci beaucoup de votre présence une nouvelle fois. Bon après-midi. Merci à tous. Au Merci, bonne revoir. journée.